Yo les mecs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo pour clarifier un peu ce dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo sur le lock. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, et en gros le débat c'était qu'est-ce qui est mieux entre eux, et moi j'expliquais que pour moi ça reste globalement la résistance accommodante. Qu'est-ce qui est le plus efficient en termes de variante entre la résistance accommodante, donc les élastiques, ce genre de choses, et le partiel de contraction, pas le partiel d'étirement. Le partiel d'étirement, j'avais dit que je trouvais ça pertinent, de toute manière. Et du coup, cette fois-ci, au lieu de parler de manière générale, je vais parler de manière spécifique. Donc je vais vous parler de tous les mouvements, en gros, SBD et les mouvements de street lifting, plus l'overhead press. Et je vais rentrer en détail sur chaque mouvement, ce que je trouve pertinent, ce que je trouve moins pertinent, pourquoi, et voilà. Euh, donc premier mouvement, SBD, squat. Le squat, c'est sur ce classement avec le bench celui sur lequel j'ai le moins d'expérience et le moins de retours. J'ai eu un retour positif de Galad sur le squat où il me disait que le partiel l'avait beaucoup aidé. Mais le problème c'est que sur le squat aussi il n'y a personne qui expérimente avec la résistance accommodante, donc les élastiques, parce que c'est trop casse-couille à mettre en place, on va pas se mentir. Sur le squat je dirais que tu as tellement de variantes que tu peux faire d'angle articulaire et tout ça, que déjà je vois pas trop la nécessité de complexifier la chose avec que ce soit de la résistance accommodante ou du partiel, sauf dans un cas très spécifique. Si t'es pas à l'aise en dérac et en haut de rep, faire du dérac, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Mais dans ce cas-là, c'est plus pertinent d'un point de vue potentiation nerveuse et confort avec une barre lourde sur le dos, que d'un point de vue de vraiment renforcer la partie haute du mouvement. Je sais pas si tu vois la nuance de ce que je dis, mais voilà. Donc j'ai eu un retour positif de Galad, mais globalement, je suis pas sûr. Je vois quand même pas mal de choses qui vont dans le sens du partiel, mais pas des partiels trop courts. Les partiels très courts en squat, ils ont leur intérêt pour l'explosivité, les athlètes qui font du saut, etc. Mais pour progresser en squat en tant que tel, je suis pas convaincu. Les partiels qui restent avec une amplitude au moins une demi-amplitude, ils peuvent être très utiles. Les exemples que j'ai en tête, c'est le box squat. Le box squat qui est une énorme masterclass parce qu'il te permet de progresser en réduisant la charge que tu as au niveau bas du dos, enfin en tout cas le levier que tu as. Et, euh, et ouais, le box squat c'est une énorme masterclass. Sinon, le fait de faire un squat avec une ampli un tout petit peu au-dessus de ton ampli de compète, de quelques degrés, ça a pas une énorme différence niveau transfert euh, sur ton ampli de compète. Et enfin, genre, par exemple, tu vois, si tu passes, admettons 215 en ampli comme ça, tu vas peut-être passer 210 ou 205 en ampli de compète si tu te hype pareil, même si tu travailles pas ton ampli de compète. Voilà. En règle générale, c'est pas toujours le cas. Je parle pour moi et pour les gens que je coach. Et donc ouais, travailler un tout petit peu au-dessus de ton ampli de compète, ça te permet d'encaisser tellement plus de volume parce que tu es un peu moins fatigué vu que la toute petite partie que tu évites, c'est celle où tu es vraiment le plus étiré du mouvement et aussi où tu as le plus de chargement axial sur la colonne, etc. Donc c'est quand même très sympa. Donc ça oui, ça oui. Après ça reste pas du partiel de contraction, tu vois. C'est juste enlever une toute petite partie du mouvement. Sur du partiel de contraction, du vrai partiel haut en squat, voilà, je suis beaucoup moins convaincu. Mais, euh, mais j'attends d'être prouvé que j'ai tort ou que j'ai raison. Hein. Pour le coup, sur ce mouvement-là, j'ai pas d'avis définitif. Ensuite, sur le bench. Sur le bench, le partiel, ça peut très bien fonctionner avec de la floor press, par exemple. euh, avec du partiel de lock, etc. Mais encore une fois, du tout petit partiel de contraction, je suis très peu convaincu. Le petit partiel de contraction, généralement, c'est pas efficace. Et en vrai, en bench non plus. La seule situation où ça peut être efficace, c'est pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec la barre en position de dérac, qui sent déjà la barre très lourde en position de dérac. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, autant faire du dérac, moi je trouve. Ça a pas trop de sens de vouloir faire du micro partiel haut. Si ce qui te nerve, c'est vraiment juste
le ressenti de la barre, le ressenti lourd de la barre, parce que tu vas pouvoir mettre encore plus lourd et du coup diminuer encore plus le ressenti du poids en étant en juste faisant un des racks, tu vois. Donc voilà pour le bench et squat. Maintenant pour le deadlift. Là ça va être beaucoup plus mitigé. Il y a le rack pull en dessous du genou, mais le rack pull en dessous du genou ça a les mêmes mécaniques que le deadlift. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un partiel? Non. Encore moins un partiel de contraction, parce que tu vas dans une position très étirée en rack pull en dessous du genou. Que ce soit en sumo ou en tradi d'ailleurs, peu importe. Donc le rack pull, masterclass. Masterclass. Et pourtant, si tu avais vu ma dernière vidéo, tu aurais pu interpréter que je l'excluais. Après, j'ai bien dit que j'avais pas trop de data sur les jambes. Donc, voilà, j'ai gardé un peu de nuance. Cette vidéo, elle est là pour apporter encore plus de nuances, justement. Ensuite, sur les hauts genoux ou au-dessus du genou, il y a des gens en PC qui me disent que ça peut être efficace. Personnellement, j'en ai fait beaucoup à certains moments. J'ai énormément progressé dessus. J'ai ajouté des trentaines, des quarantaines de kilos et des nombres de reps abusifs. Et ça m'a pas fait progresser en deadlift. Voilà, ça m'a pas fait progresser en deadlift. Ça m'a juste fatigué énormément nerveusement et ça m'a empêché de perfer sur les restes de ma séance. Donc non. Tu peux le faire si tu veux. Si ça marche pour toi, tant mieux. Mais je suis vraiment très peu convaincu. Dans mon cas, comme dans le cas d'autres d'ailleurs. Encore une fois, moi l'avantage que j'ai, c'est que ça fait maintenant 2 ans que je coach. Alors 2 ans, ça fait pas très longtemps, hein, mais ça me donne quand même une petite expérience, tu vois. Et j'ai pu tester des trucs sur moi et sur d'autres athlètes. Et là, globalement, le partiel très haut en deadlift, encore au genou, ça peut passer, tu vois. Surtout si c'est ça ton sticking point. Je suis très très peu convaincu. Voilà. Généralement aussi, les gens qui ont un problème de lockout, ça va être plus lié à un mauvais positionnement, au fait d'avoir la barre trop éloignée de ton corps, que une réelle faiblesse sur le haut de rep, genre au niveau fessier, etc. Dans la situation très rare où tu as déjà un chemin de barre parfait, mais que pour autant ton lockout est difficile, sur tous tes deadlifts, que ce soit sumo ou tradi, ça peut être la seule situation où je pense que ce serait pertinent, en effet. Mais il faut que tu fasses quelques tests et que tu essaies de différentes techniques, d'améliorer ta technique justement, pour voir si c'est peut-être le meilleur chemin à prendre. Encore une fois, tout fonctionne, hein, faut rappeler ça. Là, on essaie juste, et c'est pour ça qu'elle est là cette vidéo et cette conversation, c'est de gagner en efficacité. Parce que en périodisation concurrente, en particulier dans la communauté française, en vrai les Américains ils font pareil, on a tendance, comme on a plein d'outils, à se dire ouais mais je vais les utiliser tous, tu vois. Sauf que il y a un moment, que ce soit niveau fatigue, niveau temps d'entraînement, parce que tu as une vie à côté, tu peux pas tout faire, tu vois. Tu peux pas tout faire. Et moi, mon boulot en tant que coach, et aussi en tant qu'athlète, parce que j'ai envie de progresser le plus efficacement possible, c'est quand même de réfléchir à, pour tel sticking point, pour tel problème, c'est quoi la méthode la plus efficace, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a ce discours-là. Donc tu peux faire du partiel très haut et progresser en deadlift, j'en suis sûr, mais ce sera pour moi beaucoup moins efficient que de faire du rack pull en dessous du genou, ou que tu fasses du deadlift posé genou, ou du deadlift, je sais pas, déficit par exemple. Déficit, ça peut être trop fatigant, mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse en plus, revenons-en à nos moutons. Voilà, donc pour le deadlift, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, on va avoir le muscle up, la traction, la dips et le squat, on l'a déjà vu du coup avec le SBD. Du coup, on va pas le revoir dans le street lifting. Et l'overhead press, je la ferai à la fin. Donc déjà, le muscle up, le partiel, je le pense très utile pour les débutants. Si tu as un problème à la transition, par exemple,
faire énormément de transi de MU en ayant les pieds au sol, ça peut être une masterclass pour toi, vraiment. Euh, pour autant, je pense que quand tu es un athlète plutôt avancé, il y a de meilleurs outils. Je pense que la philosophie tableau de PR, plus du lesté-délesté pour travailler ta vitesse et ton haut de rep, et ton accélération en haut de rep surtout, euh, et pourquoi pas des tractions en prise plutôt serrée aussi, sont à mon avis les meilleurs outils et suffisent en termes de rotation. J'avoue que j'ai moins vu ça expérimenté par les athlètes d'assez haut niveau, le partiel en muscle up. Ça me paraît assez dur aussi à setup, faut dire la vérité. En soi, le partiel en muscle up, c'est faire une traction ou une dips au-dessus. Mais le seul partiel en muscle up qui est vraiment intéressant, c'est le partiel transi, hein. Faut le dire. Parce que du coup, quand je t'ai dit ouais, de faire des tractions serrées, oui, en soi, c'est du partiel de muscle up. Dans cette situation-là, ça fonctionne très bien du coup. Mais voilà, sur le muscle up, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Si tu fais déjà des tractions, tu fais déjà du partiel de muscle up. Si tu fais déjà des dips à côté, tu fais déjà du partiel pour le muscle up. Les dips bars, est-ce que tu as besoin de les travailler spécifiquement? Si tu travailles des dips sur para à côté, non. Franchement, tu auras déjà la force nécessaire, ça sert à rien. Euh, Enfin, si tu veux, fais-le, mais c'est pour moi une perte de temps et d'énergie. Mais voilà, la transi, ça reste un sujet que je trouve intéressant. J'avais vu un peu Monsieur Font en faire, mais Monsieur Font, il expérimente tellement de choses que c'est dur de savoir ce qui est efficace ou pas dans son entraînement, en tout cas d'un point de vue extérieur. Donc j'attends vos retours là-dessus, si vous en avez, sur l'isolation du muscle-up en transi. Et pas pour des athlètes qui ont débloqué leur premier muscle-up comme ça, parce que dans ce cas-là, oui, ça me paraît logique, mais pour les athlètes plus avancés qui essaient de passer par exemple de 10 à 20 kg, de 20 à 30 kg, de 5 à 10 muscle-up one shot, ce genre de choses. Ensuite, après le muscle-up, on a la traction. Traction, pronation et supination, il faut les séparer, mais dans les deux cas, le partiel de contraction, je trouve ça assez médiocre dans ses résultats. Ça peut fonctionner. Si tu progresses énormément sur ton partiel de contraction, tu peux progresser sur ta traction, si c'est ça ton sticking point, c'est ça qui te nerf. Pour autant, moi, de ce que j'ai vu sur moi, sur un de mes potes qui a une traction à 70, sur les gens que je coach et sur plein d'autres potes, et plein de gens que je regarde sur les réseaux, que j'observe qui font de l'APC aussi, parce que je passe beaucoup de temps à observer ce qui se fait, évidemment. Bah, voilà, je me répète, hein, mais en tant que coach et en tant que juste de passionné, c'est un peu mon taf. Voilà, pour moi, le lesté-délesté à l'élastique ou lesté à l'élastique, tout ce qui va être résistance accommodante, les chaînes, je sais pas, j'ai pas vu des gens expérimenter avec des chaînes en traction, j'avoue. Mais ça va être beaucoup plus efficient, clairement. Le posé, double posé aussi, hein. Ça, c'est ce que je disais dans mon article. J'ai pu ajouter 25 kilos, même plus, il me semble, sur mon ARM. Non, c'est ça, j'étais passé de 1 RM à 3 RM en ajoutant 25 kilos, tu vois, sur ma chin-up partiel haut, donc de tête sous barre à tête au-dessus de la barre. Et j'ai rajouté absolument 0 kg sur ma chin-up. Le haut de rep était encore plus difficile qu'avant. Est-ce que ça fait sens? Je ne sais pas. Et pourtant, le haut de rep, moi, c'est vraiment mon facteur limitant en chin-up, hein. Mais voilà, juste ça ne marchait pas. Sur tous les gens que je connais qui ont expérimenté avec ça, ça ne marchait pas non plus. Même Max Frecky, qui est extrêmement fort, à chaque fois que je le vois faire des blocs, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une élite absolue, justement en chin-up et en chin-up compression complète. À chaque fois que je l'ai vu faire des blocs où il faisait juste du partiel haut, il faisait beaucoup de partiel haut, je le voyais régresser. Après, après je le voyais refaire des tractions et normal, et il enlevait 5-10 kg sur son RM. Par contre, quand je le voyais faire du lesté à l'élastique plus poids ou du lesté délesté élastique, enfin lesté délesté élastique, je crois pas que je l'ai vu faire, mais ça revient au même. Là, je l'ai vu énormément progresser. Voilà. Encore une fois, c'est un gars extérieur. Peut-être que je me trompe sur cet athlète-là en particulier. Il faut rappeler une chose, c'est que dans ces vidéos, je fais beaucoup de conjectures. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de financement sur les études en musculation, encore moins en sport de force, encore moins en streetlifting. Et
Du coup, on n'a pas de données en fait. On n'a pas de données. Les seules données qu'on a, c'est ce qu'on voit de manière empirique. Qu'est-ce que font les athlètes sur les réseaux? Qu'est-ce que moi j'ai expérimenté et qui marche sur moi? Qu'est-ce que j'ai expérimenté sur mes athlètes qui marchent sur eux? Et c'est pour ça aussi que je fais autant d'appels à l'expérimentation dans mes vidéos et que je vous demande autant de me faire des retours. C'est parce que réellement, on ne sait pas grand-chose sur ce sport. Et moi, j'ai envie qu'on en sache plus et j'ai envie qu'on apprenne. Voilà. Si ça vous intéresse et que vous voulez participer, moi, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai en DM sur Insta ou même si vous m'envoyez un mail, pourquoi pas. Donc voilà. Donc chin-up et pull-up, le partiel haut, résultat très 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 médiocre, alors que le lesté à l'élastique, excellent résultat. Voilà. Et le posé, excellent résultat aussi évidemment. Ensuite il nous reste la dips. La dips, on m'a fait une remarque, c'est que moi j'avais utilisé du top hold. Et c'est vrai que le top hold ça m'a beaucoup fait progresser. Et c'est un outil que je trouve, à vrai dire, excellent. Mais dans un cas précis. Ce cas précis, c'est quand tu manques de dépression scapulaire. C'est tout, tu vois. Parce que, oui, en termes de peut-être de conditionnement mental, de te dire je suis à l'aise avec les poids, ça peut être sympa. Le truc, c'est que tu fais pas le mouvement. Alors que quand tu fais par exemple une dips au slingshot, avec des poids bien au-dessus de ton max, là, ça te met réellement en confiance avec une charge surmaximale parce que tu fais l'amplitude complète. Tu fais quand même le mouvement, tu vois. Le top hold, ça a un peu cet effet-là, mais d'une moins bonne manière. Voilà. Donc pour mentalement se mettre à l'aise avec une charge, le top hold c'est pas mal, le slingshot c'est mieux pour moi. Voilà. Ou l'élastique qui sert de slingshot. J'ai vu Fabien, voilà, Fabien, je te salue, avec qui je discute sur les réseaux, qui m'a envoyé une vidéo justement de son frère. Si j'ai l'accord, je vous la mettrai là. Qui en fait se faisait une sorte de slingshot de la galère avec des élastiques sur les coudes. Ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Et où je voulais en venir. Voilà. Donc ça, je pense que c'est beaucoup mieux niveau conditionnement mental, le slingshot, ou tout ce qui va être délesté avec la résistance accommodante, que le top hold. Donc cette utilisation-là, pour moi, elle est moins intéressante de conditionnement nerveux et voilà. Sur la dépression scapulaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Moi, ça m'a fait progresser en dépression scapulaire. Le petit problème, c'est que le transfert va être un peu moins bon parce que la manière dont tu maintiens ta dépression scapulaire est un peu différente au cours du mouvement de la dips. Donc, par exemple, encore une fois, le slingshot serait peut-être un peu plus efficace. Pour autant, c'est un outil que je considère quand même utile. Par contre, le partiel haut en dips, j'en avais parlé positivement parce que je voyais pas d'autres outils qui pouvaient le remplacer à l'époque. Mais aujourd'hui, je le reconnais comme très médiocre. Très très médiocre. Donc voilà. Donc mea culpa, hein, pour ceux qui m'ont écouté à l'époque. Le partiel haut en dips, oui, ça peut te permettre de t'améliorer en lockout. Mais c'est très nul comparé à un outil comme le slingshot. Pourquoi? Le slingshot, tu vas gagner en vitesse, et tu vas passer beaucoup plus de temps à grind ton lockout avec des charges en plus qui seront sur maximales, alors que le partiel haut de dips, t'as tendance à avoir les poids qui balancent, c'est très dur de te créer un groove correct, ça dénature énormément le mouvement. Le faire en dead au sol, ça fonctionne, mais vu que tu pars d'un dead, c'est pas exactement la même chose que quand t'as le mouvement de la dips complet qui est fait, c'est-à-dire quand t'as une excentrique avant. Donc voilà. Partiel haut en dips, je suis beaucoup moins fan aujourd'hui. Et je pense que la résistance accommodante est vraiment le meilleur outil en dips, à vrai dire. Même mieux que le posé ou que le double posé. Le stato, je trouve ça très bizarre en dips. Ça a tendance à modifier ton groove et à rendre le mouvement bizarre. Donc je pense que vraiment le meilleur outil pour progresser en dips, au-delà de évidemment faire des dips de base, c'est vraiment la résistance accommodante pour le coup. En tout cas de mon expérience personnelle. Et, euh, et mon expérience personnelle fonctionne plutôt bien en dips, hein. Voilà, c'est pas pour me saucer, mais c'est pour me saucer un peu quand même. Et du coup, après les dips, on a vu le squat, il nous reste l'overhead press. Alors l'overhead press, c'est un cas particulier. J'ai pas encore de données. Je vais pas m'exprimer sur l'overhead press parce que j'expérimente les deux séparément.
Là en ce moment j'expérimente le lesté-délesté sur l'overhead press, donc l'utilisation de résistance accommodante, que j'avais jamais fait avant. Et je vais voir comment je progresse vis-à-vis de ça. Et j'essaierai par la suite le partiel. Donc j'aurai mon expérience personnelle par la suite. Et je compte essayer, avec leur accord, en leur disant que c'est une expérience, sur certains de mes athlètes. Pour ceux qui le veulent, hein, voilà, je le proposerai à certains, mais c'est pas... En fait, je le proposerai que à ceux que je coach qui sont des amis, parce que ceux que je coach qui sont vus de l'extérieur, voilà, je trouve ça pas... Je leur propose des outils que j'ai trouvés une fois que l'outil est un peu prouvé, mais je préfère pas avant, voilà. Donc si vous venez vous faire coacher avec moi, non, sauf si vous me le demandez, je ferai pas des expériences sur vous, comme ça, au cas où c'est pas clair. Donc sur overhead press, je sais pas encore. Ce que je sais pour l'instant, c'est que moi j'ai une énorme faiblesse au lockout en overhead press. C'est vraiment la partie du mouvement que je grind énormément. D'autant plus que moi, sur quasiment tout mes livre de poussée, vous l'avez vu, j'utilise des wraps, les wraps de Larry Wills là. Pourquoi? Parce que je préfère la sensation, parce que ça me permet d'encaisser plus de volume en push et de mieux récupérer niveau tendon du triceps. Voilà, c'est un choix. Après, que ce soit vu comme de la triche, comme bien, comme pas bien, peu importe, voilà, moi c'est comme ça que je perf. Donc comparez ça comme vous voulez. En vrai, je m'en fous un peu. Ça a accentué ça, le fait d'utiliser des wraps justement. Donc, donc là en ce moment, je fais lesté-délesté avec des wraps. Donc je mets des élastiques sur mon overhead press, 2 élastiques qui délestent la barre. Plus je mets des wraps pour avoir vraiment le maximum d'élasticité en bas et vraiment avoir beaucoup de difficultés sur cette partie-là du mouvement, mais en même temps travailler ma vitesse. Double bonus. Et je pense que j'expérimenterai quand même par la suite sur du partiel. Le problème actuellement, c'est que j'ai pas encore de rack. J'ai pas encore de rack et la conséquence, c'est que du coup, c'est dur de mettre différentes hauteurs. Voilà. La seule hauteur que j'ai, c'est mes tréteaux et vous l'avez vu si vous regardez mon Insta ou autrement. Mais c'est un peu pété quoi. Donc voilà. Alors sinon, est-ce que j'ai des petites annonces à faire là? Je prépare une vidéo justement où je vais parler. Je vais créer un format récurrent. Alors là, maintenant, c'est bonus. C'est bonus. Je dis au revoir à ceux qui veulent partir maintenant. Gros bisous à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si vous avez trouvé la vidéo intéressante. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Justement, de base, c'était un article de la newsletter où on parlait de ça, dont j'ai fait une vidéo un peu plus détaillée, et dont je refais aujourd'hui une vidéo pour encore plus détailler les choses après des conversations avec d'autres gens de la commu. Donc voilà, newsletter, beaucoup de value dessus. Une lettre tous les mercredis et tous les samedis. Avant, je faisais tous les jours, mais c'était un peu trop intense niveau rythme pour moi. Et je préfère améliorer la qualité de mon travail et en faire 2 par semaine, tout simplement. Et si vous voulez vous faire coacher, vous avez mon lien en description. Voilà, je fais que du coaching personnalisé, je fais pas de programme préfet ou quoi. Et bah, c'est à peu près tout. Donc pour ceux qui veulent se barrer maintenant, bonne journée à vous tous. Maintenant j'ai un peu yap sur mon expérience personnelle, les choses qui vont venir sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je prépare une très grosse vidéo sur laquelle à vrai dire je vais rien dire. Et je sais pas si elle va sortir ce mois-ci, dans un mois, dans 2 mois. Quand elle sortira, vous le verrez, parce qu'elle fera minimum 2 heures, je pense. Donc de toute façon, il n'y aura pas il y aura pas de doute. Ce sera beaucoup de discussions comme celle-ci. En fait, l'idée, ce sera de me suivre sur mon entraînement sur une période longue, et que chaque entraînement que je fasse, plus ou moins, j'explique pourquoi j'utilise telle ou telle variante, quel exercice je fais et pourquoi je le fais. Sauf que comme je m'entraîne tous les jours et que je fais des exercices plus ou moins différents tous les jours, même si j'ai la même base d'overhead press et de dips, je fais 4 autres exercices où je fais d'autres choses après, bah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout sur autant de footage que là je suis en train d'accumuler, ça va être très long. Voilà. Donc si vous kiffez l'entraînement, je pense que vous allez apprécier. Sinon, c'est un peu, comment dire, un peu autiste comme vidéo, soyons honnêtes.
Euh, et il y aura des petits éléments de lore, comment on a retrouvé le piou-piou, tout ça, pour ceux qui ont suivi un peu ça sur Insta, donc quand même une petite histoire autour, ça va être sympa. Donc il y a ça qui arrive, et un autre format que je vais créer bientôt sur ma chaîne principale, donc qui est aussi en description, c'est je vais faire tous les 50 à peu près exercices que je teste, je ferai une tier list des 50 derniers exercices que j'ai fait. Voilà. Donc, parce qu'il y a tellement de variantes et de choses possibles que oui, il y aura toujours 50 exercices de plus, au moins tous les 1 ou 2 mois, qui seront dans ce que je fais. Donc voilà, d'autant plus de moi comment je m'entraîne, qui est quand même un peu différent de comment j'entraîne mes athlètes. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusque-là, énorme merci à vous, hein. Énorme merci à vous les frérots. Ça me fait plaisir qu'on puisse avoir ce genre de discussion. Et n'hésitez pas aussi, je fais toujours des consultations à prix libre. J'en ai quelques-unes ces derniers temps. Beaucoup de gens très satisfaits. Donc prix libre, ça veut dire on fait la consultation, tu me payes à la fin. Tu me payes 1 € si t'estimes que ça vaut 1 €. 10 € si t'estimes que ça vaut 10 €. 100 € si t'estimes que ça vaut 100 €. C'est toi qui décides. Et moi, il n'y a pas de. Tu vois, genre, j'ai été étudiant, j'ai été fauché. Euh, voilà. J'en ai pris des consultations à prix libre, ou pas à prix libre d'ailleurs, pour en arriver là où j'en suis, pour apprendre des choses. Et il n'y a pas de rancune si tu me mets 1 €, tu vois. Genre vraiment, sans toi, libre de prendre ce service. D'autant plus que moi, c'est l'occasion de me perfectionner. Je suis honnête avec toi, c'est pour ça que je fais à prix libre. Dans ce service de consultation, que plus tard, je ferai probablement payer un peu plus. Quand je dis plus tard, c'est, je sais pas, mais probablement plusieurs années. Donc t'as le temps. Voilà. Bisous à tous, à la prochaine.